postpartum pour qu'il soit donc sensibilisé au repérage, qu'on puisse aider à l'orientation des patientes et au traitement de ces patientes ou de ces patients atteints de dépression postpartum. Je laisse chaque intervenant se présenter. Donc, Dr Bay. Donc moi je suis psychiatre, je suis chef d'un service de psychiatrie périnatale qui est le centre d'évaluation de soins et de recherche en santé mentale périnatale. Et donc on a une toute petite équipe de ambulatoire de type un peu CMP, mais on n'a pas encore d'infirmière. Donc c'est une petite équipe avec on prend médecins, musicothérapeutes et psychologues. Et puis on a créé un hôpital de jour, donc on a un hôpital de jour de psychiatrie périnatale. Voilà, sinon Madame j'ai Lopez. Ah, Bonjour pardon. à tous. Donc, moi, je suis Léa Lopez, psychologue à la maternité et au service de néonat de l'hôpital d'Étampes. Et donc, les professionnels de la CPTS Sud-Urquois. Donc, on a Madame Sorel, ici présente, présidente. Bon- Bonjour tout le monde. Voilà. Euh, Donc, Sylviane Lorraine, Sorel, présidente de la CPTS. Et je passe la parole à Sarah qui a fait un gros travail et qui va tous nous présenter l'un derrière l'autre. merci. Il y a Lorraine Coulot, ici présente en tant que sage-femme de la CPTS aussi. Voilà. Bonjour Lorraine. Il y a Nathalie Lacroix, puéricultrice, qui fait beaucoup partie du groupe Femmes Enfants de la CPTS. Bonjour. Et moi-même, coordinatrice de la CPTS Sud-Urquois. Donc au sommaire, on va voir la définition de la dépression du postpartum, les signes et particularités de la dépression. On va voir ce qu'on a travaillé au niveau de l'orientation des patientes et le Dr Bay présentera les traitements spécifiques. Je laisse la parole à Mme Lopez. Donc, pour commencer, la dépression du postpartum, ce qui est assez flou, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de symptômes clairement définis qui apparaissent vraiment avec cette étiquette de dépression du postpartum. Donc, les psychologues et les psychiatres utilisent le DSM-5, qui est vraiment l'outil de référence qui recense les signes cliniques des pathologies. Et donc, quand on se pose la question d'une dépression du postpartum, en réalité, on doit suivre les critères d'un trouble dépressif caractérisé. Donc, les critères sont rappelés sur cette diapo-là. Donc, le DSM nous souligne qu'il faut au moins la présence de 5 symptômes sur 9 depuis au moins 2 semaines et au moins un des symptômes qui est soit une humeur dépressive, soit une perte d'intérêt ou de plaisir. Quand on regarde vraiment le DSM, il y a vraiment des règles à respecter pour pouvoir évoquer une hypothèse diagnostique qui soit ensuite confirmée. Donc, dans la dépression du postpartum, ce qui est très présent d'une manière générale dans toutes les dépressions, voilà, c'est soit cette humeur dépressive et ou une perte d'intérêt et de plaisir. Et ça, c'est ce qu'on entend souvent aussi chez les patientes, c'est cette difficulté à se lever du lit le matin, cette perte d'intérêt pour des choses qui leur plaisaient auparavant et cette sensation de devoir finalement lutter pour la moindre chose à faire. On constate aussi beaucoup de variations au niveau des rythmes de vie, que ce soit au niveau de l'appétit, du sommeil ou de la libido. Souvent, on constate une baisse d'appétit. euh, Parfois associée à une perte de poids. Au niveau du sommeil, ça peut donner de l'insomnie, voire de l'hypersomnie. Ça dépend un petit peu des personnes. Et puis, toujours dans cette idée un petit peu du tout et rien, soit de l'agitation, soit un ralentissement au niveau psychomoteur. D'une manière générale, il y a quand même un sentiment de fatigue assez important et présent, et un sentiment de culpabilité aussi, avec une anxiété qui est surtout centrée sur le bébé. La dépression du postpartum peut aussi être associée à des pensées suicidaires, voire à des tentatives de suicide dans les cas les plus extrêmes. Tout ça, en fait, la présence de tous ces symptômes pour pouvoir évoquer cette piste doit avoir des répercussions sur le fonctionnement de la personne. C'est-à-dire qu'on ne parle de symptômes invalidants que du moment où il y a des répercussions, que ce soit sur la vie professionnelle de la personne ou la vie personnelle. Si au travail, on constate qu'on a des difficultés de concentration, qu'on n'arrive pas à rédiger un mail parce qu'on est happé par d'autres choses, par une grande fatigue, par l'impression que on pédale un petit peu dans la semoule, eh bien là, on pourra commencer à évoquer cette piste-là. Il est aussi indiqué dans le DSM que
on ne peut pas parler de dépression ou de troubles dépressifs caractérisés ou de dépression du postpartum si tous ces symptômes-là sont présents dans le cadre d'un deuil. Il y a vraiment des choses d'abord à exclure avant de pouvoir évoquer cette piste-là. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas la main par contre pour changer de diapo. Merci. Donc, pour se centrer plus spécifiquement sur la dépression du postpartum, donc la base de symptômes, c'est le tableau clinique qu'on vient d'exposer, donc celui qui est noté juste avant, mais donc les particularités de la dépression du postpartum sont que souvent, elle débute avant la 4e semaine qui suit l'accouchement, mais ça peut débuter jusqu'au 1 an de postpartum. Sachant qu'aujourd'hui, ces dates-là, ces chronologies-là sont un petit peu discutées aussi. Donc, d'une manière générale, c'est borné de cette façon-là. Et ça, c'est un début qui est souvent caché. Et c'est aussi pour ça qu'on parle que la dépression du postpartum débute vers la 4e semaine post-accouchement. C'est parce qu'avant, il y a cette fameuse phase du baby blues. Aussi, qui peut s'apparenter à de la dépression du postpartum. La différence, c'est que le baby blues s'arrête, contrairement à la dépression du postpartum où elle persiste. La dépression du postpartum peut arriver dans plein de cas finalement et nombreux sont les facteurs de risque. Je veux bien que vous changiez, s'il vous plaît, Sarah. Ah non, pardon. Donc là, c'est toujours les symptômes. Donc là, ça résume un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc perturbation de la vie d'une manière générale, perte d'intérêt, perte d'énergie, variation émotionnelle aussi. Et puis beaucoup de pensées négatives avec beaucoup de dévalorisation. C'est des parents qui peuvent se sentir incapables, pas performants, pas compétents. Voilà, donc beaucoup de dévalorisation et augmentation des symptômes le soir aussi. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fini de faire toutes les choses qu'on avait à faire dans la journée et que finalement l'effet robotique prend le dessus et qu'on peut aller se coucher et que là, nous ne sommes plus occupés, c'est là que l'angoisse aussi peut remonter. Et les études montrent que l'anxiété est souvent au premier plan et c'est ce qui va précéder aussi les symptômes dépressifs. Donc, de nombreux facteurs de risque de la dépression du postpartum, et c'est aussi pour ça qu'il faut y être très vigilant. C'est d'une manière générale les antécédents de troubles psychiatriques, que ce soit personnels ou familiaux. Des symptômes dépressifs durant la grossesse, parce qu'on sait que des symptômes dépressifs durant la grossesse conduisent à une probabilité plus importante de dépression également dans le postpartum, ou du moins une persistance. Une anxiété élevée aussi durant la grossesse. La précarité, que ce soit l'isolement social, l'isolement familial, les problèmes financiers, le tempérament de l'enfant aussi peut conduire à des symptômes de dépression du postpartum, voire à une dépression du postpartum, et tout ce qui consiste et tout ce qui tourne autour de la grossesse, des complications obstétricales, le fait que la grossesse ne soit pas désirée, le fait que la grossesse soit rattachée finalement à un aspect pathologique parce qu'on a suspecté quelque chose. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses, les événements de vie stressants aussi. Donc il faut être vigilant sur vraiment l'environnement de vie de la personne et ses antécédents, parce qu'on sait aujourd'hui que tout ça, ça peut participer ou augmenter le risque de faire une dépression du postpartum. Donc dans cette dynamique de repérage, il est important d'essayer de débroussailler un petit peu l'histoire de vie de la personne pour essayer de prévenir et d'encadrer aussi un maximum dans ces cas-là. Et puis après, je vous ai donc mis deux petites études de cas de patientes que j'ai rencontrées. Donc, je vais commencer par la vignette clinique en bas à gauche, Madame F. Donc, Madame F m'a été orientée par sa sage-femme dans le postpartum directement. Donc, c'est une deuxième grossesse avec un premier enfant qui a déjà 3 ans, un garçon, et une deuxième grossesse, donc une petite fille. Voilà, la grossesse est désirée, le conjoint est auto-entrepreneur, le conjoint est présent, pas d'antécédent de dépression. Donc, sur le papier, finalement, elle coche assez peu de critères de vulnérabilité à la dépression du postpartum. Pourtant, elle a quand même été dans cette situation-là. Donc, le contexte, en fait, elle arrive en consultation ici à Étampes parce qu'elle a accouché à Étampes. Parce que c'est très compliqué pour elle avec sa fille qui pleure énormément et madame supporte plus en fait ses pleurs. Elle est très difficilement en interaction avec elle. Pour elle, c'est difficile de rester avec sa fille.
C'est un bébé qui sollicite beaucoup l'attention de sa maman, qui la regarde, qui la cherche beaucoup. Et pourtant, madame se sent en difficulté. Par ailleurs, c'est un bébé qui a été diagnostiqué donc avec des RGO vers, si je ne dis pas de bêtises, c'est 6 7 mois. Et ça, la maman a eu beaucoup de mal à faire reconnaître la souffrance que sa fille avait. Elle a eu beaucoup de mal à être entendue par rapport à tout ça. Et donc, elle s'est sentie très seule face à cette épreuve. Son conjoint, en étant auto-entrepreneur, en fait, était en réalité très peu présent. Quand on la questionne un petit peu sur le soutien qu'elle a à la maison. En fait, elle est isolée de sa famille qui habite ailleurs en France et son conjoint est sans cesse occupé dans son entreprise et puisque son associé avait pris des vacances, ça tombait très mal dans l'organisation. Donc au final, madame est rentrée de la maternité et est restée quand même de longs mois assez seule à devoir gérer le premier qui a 3 ans et le nouveau bébé. Au niveau de ses symptômes, donc c'est une maman qui pleure beaucoup, 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 qui a eu des idées noires, hein, avec aucun passage à l'acte, mais qui, par exemple, quand elle prenait son bain le soir, se disait, bah, j'ai qu'à glisser, en fait, me laisser glisser dans la baignoire, et puis en fait, je ne remonte plus à la surface, puisque de toute façon, je n'y arrive pas, et puis ça ne sert à rien. J'ai constaté aussi des troubles du lien mère-enfant. En fait, pendant qu'on faisait les consultations, la maman était face à moi et elle venait avec sa fille. Et puis sa fille était posée dans la poussette face à la porte. La petite avait beau pleurer, la maman ne réagissait pas du tout à ses pleurs. Il fallait vraiment l'encourager en disant, bah, est-ce que vous avez envie de la prendre? Comment vous vous sentez dans ces cas-là quand elle pleure? Et la maman était vraiment pas bien. Elle ne supportait plus du tout les pleurs. Elle n'arrivait plus à acheter de vêtements pour sa fille, alors que c'est une patiente qui est quand même assez coquette et qui aime acheter des vêtements. Elle aime bien, c'est son plaisir de vie. Et là, en fait, elle me dit, mais quand je vais dans les magasins, j'ai un gros blocage. Je n'arrive plus à acheter de vêtements. Mon bébé régurgite tout le temps. Je n'ose plus la donner parce qu'on va dire que mon bébé pue le vomi. Et ça, c'est ses termes. Donc voilà, elle dit à Noël, je lui ai mis une petite tenue, elle l'a salie. Et ça a mis grandement madame en difficulté. Les remarques aussi au quotidien que ma fille est capricieuse, que c'est parce que je l'ai trop habituée au bras. Donc voilà, le poids de l'entourage aussi a été très freinant, très limitant pour madame et n'a pas participé au fait que madame puisse créer du lien avec sa fille. C'est aussi donc une grande fatigue cognitive. Elle dit qu'elle est souvent un peu dans le brouillard, qu'elle a du mal à avancer. Et la reprise du travail était du coup très anxiogène pour elle. Elle se sentait pas du tout prête. Ce qui était un petit peu difficile pour elle de comprendre, c'est que physiquement, elle ne se sentait pas fatiguée. Et elle dit, oui, mais moi, la nuit, ça va, je dors. Et donc, pour elle, c'était compliqué de comprendre qu'on pouvait être fatigué au niveau cognitif, en fait. Et que cette surcharge au quotidien, de gérer tout ça, mélanger un petit peu avec les symptômes, et bah oui, en fait, c'est fatigant. Donc, elle a quand même eu voilà, des phases d'insomnie et puis une humeur vraiment très dépressive, une perte d'intérêt pour tout. C'était le fonctionnement robotique qui a pris le dessus. En fait, elle ne s'occupait de sa fille parce qu'elle n'avait pas le choix, qu'il fallait qu'elle réponde à ses obligations de repas, de changement de couche, etc. Mais c'était finalement très distant au niveau des liens. Donc, c'est une patiente que j'ai commencé à suivre au mois de novembre et que je continue à suivre. On commence à être dans une phase de mieux, dans une stabilisation un petit peu de l'humeur. Et en fait, quand je lui ai fait remplir le PDS, qui est l'échelle vraiment recommandée pour essayer de débroussailler un petit peu les symptômes de dépression du postpartum, elle avait un score de 25 sur 30, euh, ce qui est très haut, puisqu'on commence à évoquer cette piste-là avec un score de mémoire à partir de 12. Donc voilà, elle était quand même assez haute dans le score. Mais Madame a su, grâce à sa sage-femme, finalement, prendre rendez-vous et prendre les devants pour sa gestion du quotidien. Donc ça a été des consultations où finalement on a beaucoup travaillé aussi avec sa fille en se mettant au tapis. Et pour elle, c'était compliqué. Elle n'avait par exemple aucune photo d'elle avec sa fille où elle se sentait jolie ou ni même une photo qu'elle aurait aimé mettre dans son salon ou sur son fond d'écran. Elle dit oui, mais là, ça se voit que dans mon regard, en fait, ça passe pas avec ma fille, j'étais en difficulté. Donc voilà, c'est des conséquences qui peuvent vraiment s'étendre
sur toutes les sphères, puisque aujourd'hui, elle n'est pas encore en mesure de reprendre le travail dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est une première facette où finalement, au premier abord, en fait, tout s'était plus ou moins bien passé, pas trop de critères de vulnérabilité, et pourtant. Et la deuxième situation, donc ça, c'est une situation anténatale, puisque donc c'est Madame GV qui est enceinte de son deuxième enfant et son premier, une petite fille à 1 an et demi. Elle, par contre, à l'inverse de Madame F, elle présente beaucoup de critères de vulnérabilité puisqu'elle est en cours de séparation. C'est pas une grossesse qui est désirée. Euh, Elle est dans une situation familiale assez compliquée avec d'importantes difficultés financières. Et puis, elle se retrouve à assumer seule les contraintes de la vie de famille avec un conjoint, un ex-conjoint qui n'est absolument pas soutenant et en qui elle n'a pas confiance pour faire garder ses enfants. De nouveau, on retrouve beaucoup de pleurs chez cette maman, des idées noires aussi également. Une perte d'intérêt, pas d'énergie et un faible investissement de la grossesse si on regarde un petit peu son comportement face à son ventre. C'est une maman qui ne se touche très rarement le ventre. Pour autant, elle honore ses rendez-vous, bien que j'ai appris que récemment, elle avait annulé pas mal de rendez-vous sage-femme. Tout ça, c'est des petits signes auxquels il faut être vigilant pendant la grossesse. Donc là, par contre, tout de suite, moi, je m'alerte en me disant, hop, 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 vigilance au postpartum sur comment ça va se passer. D'où l'intérêt de pouvoir lui proposer un accompagnement rapidement. Voilà pour les petites vignettes cliniques. Et puis, dans le temps qui m'était donné, une brève présentation de ce que c'est que la dépression du postpartum. J'espère que ça aura été plutôt clair. Voilà, je laisse la place puisqu'après, on gardera un petit temps de questions. Merci beaucoup, Madame Lopez. Donc, on va passer maintenant à l'orientation, maintenant que le repérage est un peu éclairci pour tout le monde. Donc, ce sont des patientes qui sont donc atteintes de dépression ou qui ont des signes, peu importe la sévérité par lesquelles elles sont atteintes, une psychothérapie est recommandée pour ces patientes. On peut avoir un recours à des psychologues via le libéral, l'exercice libéral, soit au sein des centres CMP, des centres médico-psychologiques qui contiennent donc du coup des psychologues entre autres et des PMI. Le recours au psychiatre peut devenir nécessaire s'il y a une évolution péjorative des signes de dépression des patients. Nous avons réalisé du coup un annuaire qui recense l'ensemble des psychologues, des psychiatres, des CMP, des PMI, dont des psychologues conventionnés par la CEPAM. Donc il y a le parcours, le dispositif Mon soutien psy qui a été mis en place, qui a changé en plus récemment là en juin, qui comprennent du coup maintenant 12 séances de psychothérapie prises en charge à 50 € la séance. Donc il y a des psychologues qui participent à ça. On a essayé de regrouper l'ensemble des professionnels de l'Essonne, ce qui n'est pas forcément facile. Donc pour les psychologues qui font partie de mon soutien psy, ils sont conventionnés, donc assez facile à trouver, tout comme les psychiatres, les PMI, les CMP. Pour l'ensemble des psychologues du secteur, ça dépend un petit peu de leur visibilité sur Internet, on va dire, hein. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça vous sera transmis plus tard, on va dire, si j'arrive à me connecter sur le truc. Alors, toc toc, ne quittez pas. Hop. Donc globalement, on l'a fait comme un tableau Excel. Donc une première page sur les psychologues conventionnés CEPAM, où il y en a quand même un grand nombre. En fonction des communes, ça vous permettra aussi de trouver en fonction des communes de vos patientes pour avoir le psychologue le plus proche. Donc la liste des psychologues de l'Essonne, il y en a quand même un grand nombre qui ont été recensés. En gras, on a mentionné les psychologues qui étaient spécialisés dans la dépression du postpartum, dans la parentalité ou la périnatalité, en fonction des communes également. L'ensemble des psychiatres de l'Essonne, les PMI au nombre de 43 et les CMP CATTP.
Donc, comme je vous ai dit, il y a du coup les psychologues conventionnés CEPAM, donc avec la nouvelle mise à jour là, qui a été annoncée par Monsieur Attal en avril, il me semble. L'ensemble des psychologues de l'Essonne. Donc, il y en a aussi qui ont été mentionnés, qui font de la TCC, de la thérapie cognitivo-comportementale, et le MDR, les psychiatres de l'Essonne, les PMI, donc qui jouent un grand rôle hein, dans le lien mère-enfant, qui regroupe une équipe pluriprofessionnelle, nos psychologues, puériculteurs, sages-femmes. Et donc, il y en a 43 en Essonne. Et les CMP, donc qui offrent des consultations pour toute personne en difficulté psychique, qui prennent en charge les enfants et les adultes, composés d'une équipe pluriprofessionnelle. Donc, il y a des médecins, des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, des orthophonistes, des psychomotriciens et aussi des travailleurs sociaux, comme Madame Lopez l'a dit. Des fois, il y a des facteurs favorisants, notamment le contexte social, ça peut quand même aider les familles. Voilà. Je laisse le docteur Bale parler des traitements. Oui, alors je vous remercie. Donc, si on aborde les traitements médicamenteux, la principale problématique initialement pour mettre en place le traitement, c'est de s'assurer que cette dépression ne survient pas dans le cadre d'un trouble bipolaire. Hein. Ça, c'est vraiment essentiel parce que si on met des antidépresseurs sur cette dépression, on risque d'accentuer, d'avoir un virage d'humeur et d'avoir un trouble de l'humeur de type hypomaniaque ou maniaque. Donc ça, c'est quand même une attention à avoir particulièrement. Donc, comment on le fait? Il faut savoir s'il y a des phases d'au moins 4 jours. Normalement, c'est plutôt une semaine, mais on commence à s'inquiéter s'il y a des phases de plus de 4 jours où il y aurait apparition d'exaltation ou d'euphorie ou une grande irritabilité, avec par exemple des disputes avec des personnes extérieures à la famille, et puis associé à une augmentation anormale de l'énergie, une diminution du temps de sommeil, un sentiment de puissance, de surestimation de soi, des pensées qui défilent très vite dans la tête, et cela sans ressentir de fatigue. Alors, euh, pour vous rappeler cette question de la bipolarité, eh bien, parfois on peut retrouver des antécédents familiaux de troubles bipolaires. On peut également s'aider de questionnaires standardisés. Alors là, on utilise dans notre centre l'entretien standardisé qui s'appelle le MINI, pour lequel il faut être formé. Il y a dans le MINI un module trouble bipolaire qui peut permettre de repérer la bipolarité. Et puis, on peut avoir recours à des questionnaires d'auto-évaluation. Alors là, on est en train de réfléchir à ça. J'ai moins d'expérience. Là, le MDQ permet de repérer les phases d'hypomanie et peut orienter sur le trouble bipolaire. La Matisse est une échelle analogique là, que j'essaye de me procurer, que je n'ai pas encore, donc je ne peux pas vous en parler. Alors, donc, en cas de bipolarité, les antidépresseurs seront à éviter. Si jamais vous avez mis un antidépresseur et que vous assistez à un virage d'humeur, tout n'est pas absolument perdu. Vous avez plutôt intérêt dans ce cas-là peut-être à arrêter l'antidépresseur tout simplement, ou éventuellement associer de l'olanzapine. Mais là, ça va devenir quand même quelque chose d'un petit peu technique qu'il vaut mieux confier à un psychiatre. Si vous avez un doute, peut-être que effectivement vous pouvez passer la main à un psychiatre plutôt que si vous voulez pas, si vous avez besoin de cet avis, ce qui peut quand même être nécessaire. Alors bien sûr, on va être sur des traitements de la bipolarité, donc le lithium, la quétiapine, l'aripiprazole ou l'amictal en cas d'épisode dépressif prédominant vont être indiqués. Alors le lithium, c'est le traitement de choix de la bipolarité. La quétiapine a l'avantage d'être à la fois antidépresseur à des doses plus faibles et antimaniaque à des doses un petit peu plus fortes. Alors, antidépresseur à 150-300 mg par jour et antimaniaque à partir de 400 mg par jour. Enfin là, on commence à être dans des problématiques un petit peu spécialisées qui sont certainement plus l'apanage du psychiatre. Bien entendu, il faudra être attentif à la compatibilité de ces traitements avec la grossesse. Et là, je pense que vous connaissez le site du CRAT, qui est quand même donc le centre de référence des agents tératogènes, qui va être vraiment le site qui va vous informer de la possibilité ou pas de mener le traitement en compatibilité avec la grossesse. C'est plus l'allaitement d'ailleurs qui va poser problème dans ces situations que la grossesse, puisque
Le lithium, maintenant, il ne faut surtout pas arrêter en cas de bipolarité existence le lithium pendant la grossesse. Mais là, je pense qu'effectivement, il faut confier ça à des spécialistes, si possible de psychiatrie périnatale. Donc, notre centre peut être une indication. Il faut savoir, alors excusez-moi, juste un petit mot, il faut savoir qu'un certain nombre de troubles bipolaires apparaissent dans le cadre du postpartum, hein, et donc c'est quand même quelque chose où il faut avoir une attention dans un épisode dépressif qui peut être l'entrée dans un trouble bipolaire. Alors, si vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas, vous ne sentez pas la compétence de traiter le trouble, ce qui peut se comprendre dans ce cas-là, hein, eh bien, n'hésitez pas par contre à anticiper des bilans, parce que là, vous êtes compétent. Et si vous faites le bilan cardiologique avec un ECG, que vous avez fait un bilan biologique pré-lithium, eh bien, ça va gagner du temps, vous l'envoyez au psychiatre et ce sera un gain de temps précieux. Voilà la suite. Alors, bien entendu, vous allez être souvent confronté à des tableaux de dépression ordinaires, hein, et donc c'est ceux-là que vous pouvez traiter sans difficulté. Et là, les choses sont assez simples, mais par contre, ce qu'il faut, c'est avoir une vigilance de prescrire des traitements à des doses efficaces. Parfois, on voit de la sertraline à 25 mg chez un patient. Bah, faut oser monter progressivement par palier pour mettre aux doses vraiment efficaces pour soigner une dépression de façon correcte plutôt que d'être trop timoré et du coup de ne pas avoir de résultats, hein. Donc moi, j'aurais tendance à vous encourager à traiter de façon efficace. En première intention par les ISRS, hein, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine sélectif. Et le choix le plus préconisé en grossesse ou en postpartum, ça va être la sertraline entre 50 à 200 mg ou la paroxétine entre 20 et 50 mg par jour, parce que ces deux traitements sont les plus compatibles avec la grossesse et l'allaitement, hein. On va anticiper la question de l'allaitement si on soigne une dépression en prépartum, en prénatal, et donc ça vaut le coup de laisser la liberté de l'allaitement. Bien sûr, il faudra veiller à bien rétablir le sommeil, ça peut être important, et en prénatal, là, je vous mets le Donormil peut être utilisé puisqu'il s'utilise notamment pour les vomissements gravidiques, et sinon le zopiclone ou le zopidem. Évitez les benzodiazépines, hein, ça n'est pas un traitement de la dépression. Vous risquez de donner des dépendances, mais pourquoi pas si vraiment il le fallait. Mais privilégiez plutôt ces trois premiers traitements. En postnatal, le Donormil va être contre-indiqué pour l'allaitement. Donc, si un allaitement, ne le prescrivez pas. Par contre, vous pouvez donner de l'Imovan ou du Stilnox, donc Zopiclone ou Zopilden. Et là, la question qui va être délicate en postpartum, bah, c'est est-ce qu'il y a un relais possible pour s'occuper du bébé? Si la maman a pris un hypnotique, c'est quand même pas terrible, donc vous allez être un petit peu embêté. Donc, ce qui est important, et il y avait une dia qui était intitulée comme ça, avec la dépression. Pour moi, je milite pour le fait que on ne recherche pas assez les comorbidités, et ça, même à un niveau, à votre niveau, ça pourrait être possible à moyen terme. On va mettre au point, nous, des dispositifs pour vous aider à dépister ces comorbidités, parce qu'effectivement, il n'y a pas une dépression, mais plein de dépressions différentes selon qu'elles sont associées à différents troubles. Par exemple, dans notre centre, où sur une centaine d'évaluations, on a fait une petite étude, on avait 44% de stress post-traumatique et la plupart de ces gens avaient des dépressions. On peut avoir des TOC périnataux aussi qui vont devoir, sur le plan strictement médicamenteux, imposer d'ajuster la posologie du traitement antidépresseur. Si on a un état de stress post-traumatique, on aura beaucoup plus de résultats si on va d'emblée, par palier, aux posologies maximales de l'antidépresseur. C'est la même chose pour le TOC, à moins qu'on ait des soins psychologiques complémentaires qui permettent de traiter le TOC de façon non médicamenteuse. Pareil pour l'état de stress post-traumatique. Si vous envoyez à quelqu'un qui fait de l'EMDR, eh bien, vous aurez peut-être moins besoin d'augmenter le traitement. En tout cas, sur le plan de l'orientation des soins non médicamenteux, ce repérage de comorbidité va être important également parce que si vous avez un stress post-traumatique, ce qui est quand même assez fréquent,
eh bien, vous avez intérêt peut-être à adresser vers une psychologue ciblée EMDR. Hein, on a vu, ou TCC. On a vu qu'il y avait dans la liste donnée des psychologues EMDR. Ben, n'hésitez pas dans ce cas-là. Et comment repérer ce stress post-traumatique? Ben là, en 5 minutes, vous pouvez faire un diagnostic. 5 minutes, ce n'est pas si simple dans une consultation de généraliste, on est d'accord, mais au besoin, il faudrait donner l'échelle à remplir aux patients, mais la PCL5 est un très très bon outil de repérage du stress post-traumatique. Et pour le TOC en périnatalité, une échelle spécifique, la POX, qui est également un outil un petit peu plus compliqué à remplir, mais qui est un très bon outil de repérage. Donc, vous allez avoir sur le plan de l'orientation des prises en charge non médicamenteuses associées, tout cet intérêt d'avoir un repérage de ces comorbidités, puisque vous allez peut-être orienter vers des professionnels plus spécialisés dans tel ou tel domaine si vous l'avez repéré. Alors pour ça, on essaye, là on va informatiser, numériser nos dispositifs d'évaluation dans le service et on aimerait pouvoir vous les offrir aux médecins généralistes qui le souhaiteraient ou même aux sages-femmes, des possibilités peut-être d'accéder à ces bilans assez complets qui vont prendre du temps pour les patients, mais qui permettraient d'avoir des diagnostics beaucoup plus précis et donc d'ajuster les soins dès le niveau des soignants de première ligne avec des orientations plus précises qui seraient, à mon avis, assez intéressantes. Hein. Donc là, on a une ouverture, c'est pour le futur là que je parle, mais ça vaudra le coup qu'on soit peut-être en contact par l'intermédiaire de la CPTS avec vous. Si vous le souhaitez, on pourra sans doute trouver des solutions. On a remporté un appel à projet de l'ARS Île-de-France pour numériser ces dispositifs et c'est prévu dans notre appel à projet d'avoir un lien vers le secteur libéral. Alors, ça pose des problèmes de droit de propriété intellectuelle pour les échelles qui ne sont pas forcément gratuites, mais on essaiera de trouver le maximum de solutions possibles pour, si vous êtes intéressé, vous aider à aller dans ce sens. Il y a une autre dia où... Voilà, alors, les soins non médicaments associés, il y en a que vous pouvez proposer dès le départ hein, sur le plan de la respiration. Souvent, ces dépressions périnatales vont être des dépressions avec pas mal d'anxiété. Eh bien, proposer de la cohérence cardiaque, du contrôle respiratoire en cas d'anxiété associée, vous allez bien sentir eh bien, avec par exemple une appli comme Respirelax, mais il y en a bien d'autres, hein, ou bien la respiration au carré, il y a plein de solutions, d'éventail de solutions possibles dans ce domaine. Eh bien, si les gens le font 3 fois 5 minutes par jour, ça va avoir un impact physiologique sur les facteurs hormonaux liés au stress, comme le cortisol, et vous allez déjà aider vos patients avec une recette très simple. Bien sûr, on trouve, vous avez des professionnels qui pratiquent la relaxation, mais en cas d'anxiété associée, ça va être très intéressant. La méditation pleine conscience est une autre façon d'accompagner qui est différente de la relaxation. Et là, pareil, certains patients utilisent des applis dont certains modules sont gratuits pour faire des exercices de pleine conscience. Ben, ça peut être intéressant. Pensez aussi à l'exercice physique avec la prescription de sport adapté. Elle peut être remboursée s'il y a une ALD. Là, pareil, intérêt du repérage des comorbidités. Si vous avez une dépression associée à des comorbidités, ben, vous pouvez demander une ALD30 parce que là, vous avez une polypathologie psychique et donc ça va plus facilement rentrer dans le cadre de l'ALD et vous allez pouvoir prescrire du sport adapté. Si la personne a une mutuelle, elle sera remboursée. Donc, je vous ai déjà expliqué en cas d'état de stress post-traumatique, ben, le MDR, les TCC. Alors, c'est bien d'avoir des gens quand même un peu spécialisés en psychotrauma dans ce cas-là. Et puis, l'hypnose peut être aussi un recours possible. En cas de TOC périnatal ou troubles phobiques, d'anxiété sociale, l'agoraphobie, la TCC est tout à fait indiquée. Donc là, dans votre liste de psychologues, vous allez peut-être plutôt les orienter vers ce type d'approche. Et puis, nous, moi, je pratique l'intention paroxysale, qui est une méthode très peu connue en France. Donc, dans notre centre, on a des possibilités de soins de ce type. Et bien sûr, la psychothérapie de soutien, l'aide à la parentalité, tout ça va être intéressant. Alors, cela nous amène aussi à prendre en compte le lien parent-bébé, et ça, c'est la question des soins conjoints. Hein. Les soins conjoints, finalement, ça va tenir compte de 4 axes, hein, la santé parentale, la dimension de la parentalité chez le parent, l'interaction avec le bébé et puis la santé du bébé. Donc, vous voyez, c'est complexe de tenir ces 4 fils conducteurs par les mains, si j'ose dire.
On va avoir pour s'aider les lieux d'accueil parents-bébés qui peuvent être intéressants. Les PMI en disposent. Il y en a pas mal sur le département. Les psychologues de PMI peuvent faire de la guidance parentale. Alors, bien sûr, il y a des axes plus spécifiques pour des psychologues qui seraient formés de vidéo-intervention, de psychothérapie parents-bébés. Là, il faut avoir peut-être un repérage des professionnels. Nous, on a de la musicothérapie périnatale qui est intéressante aussi. Bien sûr, en cas de dépression sévère ou avec des comorbidités multiples, eh bien, ça peut poser la question de l'hospitalisation de jour en psychiatrie périnatale. Et donc, notre hôpital de jour peut accueillir des gens. On est basé sur le sud des départements. Donc, je crois que la CPTS, là, est particulièrement en lien avec le sud. Donc c'est bien. Vous pouvez nous adresser des indications. Et puis là, on va avoir effectivement des prises en charge à dominance groupale, avec bien sûr des possibilités de soins aussi individuels, centrés sur le lien parent-bébé ou l'éveil psychomoteur du bébé. Éventuellement, on a une puéricultrice aussi qui peut donner des conseils et soutenir la parentalité. Et puis, on a aussi quelques groupes spécifiques accès santé parentale. On essaye de prendre donc ces 4 axes des soins conjoints, de les tenir ensemble, ce qui ne va pas de soi en soi. Je ne sais plus si j'ai une diapo suivante ou pas. Je crois que c'était la dernière. Non, c'est pas la mienne. Oui. Voilà, ben, je vous Bah, remercie. merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Bain. Euh, du coup, on a établi une petite conclusion avec Madame Lopez par rapport à ce sujet. On a surtout fait valoir des chiffres finalement. On a utilisé une slide de l'INSERM qui a été publiée, qui met en avant finalement l'importance de cette pathologie, puisque quand on voit en bas, donc la principale cause de décès maternel 1 an après l'accouchement, c'est la cause principale, c'est le suicide, 17%, ce qui est énorme. Euh, et donc voilà, donc il y a des études qui ont été faites. Je laisse Mme Lopez plus parler des études du coup. Oui, donc là, ces deux études qu'on a décidé de citer montrent en fait que l'intérêt du repérage dès le début finalement de la grossesse et des critères de vulnérabilité. Pourquoi? Parce que sur une étude qui a été réalisée auprès de 8323 mères, la majorité des dépressions du postpartum étaient en réalité présentes déjà avant. Plus on prend en charge rapidement, plus on améliore ensuite l'état pour favoriser tout un tas de choses derrière. Et l'intérêt aussi de pouvoir repérer, c'est de pouvoir connaître du coup ses antécédents et ses vulnérabilités. Pourquoi? Parce que on estime aujourd'hui à entre 30 et 50% le risque de refaire une dépression du postpartum dans le cadre d'une autre grossesse quand on a déjà fait une dépression du postpartum. Donc voilà, c'était des chiffres un petit peu clés qu'on a trouvé judicieux de rappeler parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la dépression du postpartum et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en effet, on a été alertés tous et plusieurs fois par les statistiques là qui sont notamment résumées avec les taux de suicide, etc. Et que parfois on est un petit peu tous démunis dans les ressources qu'on a, de plus ou moins facilement accessibles aujourd'hui. Et l'intérêt était de pouvoir sensibiliser pour faciliter le repérage et la mise en place d'accompagnement. Donc, vous avez le PDS qui se trouve normalement sur Internet. C'est 10 questions, c'est assez rapide à compléter. Les femmes, moi, parfois, le complètent en consultation. Alors, je dis les femmes, mais c'est à tort, puisque les dépressions du postpartum peuvent aussi, enfin, les pères peuvent aussi être en dépression, mais on parle un peu moins souvent d'eux. Donc, c'est 10 questions, c'est assez rapide, c'est simple à côté, puisque c'est l'addition des scores de réponse. Et puis l'intérêt de l'annuaire était de pouvoir se retourner ensuite parce que repérer c'est bien, mais savoir comment prendre en charge derrière ensuite c'est mieux hein, en ayant des noms. Donc voilà pourquoi on vous a parlé de tout ça aujourd'hui. Si je peux me permettre un petit commentaire en plus, parce que Léa parlait de l'évaluation avec le PDS, si jamais vous détectez un risque suicidaire à le PDS, ça va être assez imprécis. Et je vous recommande vraiment l'échelle d'auto-évaluation de risque suicidaire de Duché,
qui va être beaucoup plus précise et là qui va vous permettre de ne pas passer à côté d'un risque suicidaire important, hein. Donc ça, je me tiens à votre disposition pour vous la fournir s'il le faut. Peut-être que je pourrais l'envoyer. C'est une échelle extrêmement facile à remplir. Ça se remplit en 2 minutes et ça va vous préciser le risque suicidaire. Si vous avez un risque qui monte au-delà de 7, là, il faut vous inquiéter très fortement et là, peut-être qu'on aurait un outil de prévention du risque suicidaire. On aura couplé à l'EPDS, je pense que ça peut être extrêmement intéressant, mais même en systématique pour rechercher des idées suicidaires, ça peut être très important pour prévenir cette première cause de mortalité jusqu'au 1 an de l'enfant après l'accouchement par suicide, hein, qui est vraiment la première cause de mortalité périnatale dans notre pays. Docteur Merci Bale, beaucoup. est-ce que je voulais savoir si vous m'entendiez Oui, puis maintenant. déjà, parce que étant au téléphone et en voiture, je ne sais pas si ça passe J'ai bien, pas entendu là. de vous parliez de votre formation, enfin, pas de formation, mais de votre groupe qui était un groupe en devenir. Si jamais les sages-femmes repèrent une femme qui a un risque suicidaire important, est-ce qu'il y a un numéro direct où elles peuvent envoyer les femmes enceintes ou les femmes en postpartum? Non, non, là, nous, on n'aura pas de consultation d'urgence, hein. Après, c'est le dispositif, c'est les SAU, hein. Si vraiment il y a un risque important, alors c'est avoir une évaluation. Il y a 24 heures sur 24 à Longjumeau, il y a un psychiatre de garde, hein. Après, bien sûr, on peut nous contacter pour les soins, surtout sur le département, hein. Après, il y a des unités de psychiatrie périnatale dans le Nord. On n'a pas vocation à empiéter sur leur travail, mais pour le Sud, on est un petit peu aux premières lignes. Mais pour ces risques, dans ce cas-là, c'est vraiment accompagner la personne. Le suicide, parfois, il y a un événement, hein, c'est-à-dire que si on est face à ça, c'est des situations délicates, hein. Souvent, le fait de parler, d'essayer de trouver ce qui a déclenché un peu le passage à un risque suicidaire plus fort, peut permettre déjà de dénouer quelque chose, hein, et d'apporter déjà une aide. Et puis, si vraiment on sent qu'il y a ce qui va être très inquiétant, moi, je pense que quand il y a des idées suicidaires en périnatalité, avec une auto-dévalorisation importante, avec vraiment, je suis complètement nul, je suis nuisible pour mon enfant et il vaut mieux que je disparaisse parce que d'autres feront mieux que moi. Là, souvent, c'est quand même pas bon signe. Et alors, l'hospitalisation n'est pas forcément la meilleure solution, hein. On revient un petit peu, il y a des études qui ont montré que l'hospitalisation dans le risque suicidaire n'était pas forcément ce qu'il y a de plus indiqué, hein. Mais ça reste quand même dans des situations difficiles, quelque chose de possible. Et ne pas hésiter dans ce cas-là à envoyer. Alors, c'est pas très confortable, hein, il y a beaucoup de queues, il y a beaucoup d'attentes, mais le service d'accueil d'urgence de Longjumeau essaye d'améliorer aussi d'ailleurs les dispositifs d'urgence de prise en charge. Il va y avoir certainement des dispositifs complémentaires qui vont améliorer les pratiques. Mais pour l'instant, effectivement, on est dans les solutions d'urgence. Ça reste, Alors, le pôle reste à Longjumeau ou, enfin, ou déménage à Orsay aussi, ou alors comment ça se là, passe? je ne sais plus exactement ce qui va être, mais en tout cas, Ok. il y a quelque chose qui se prépare il me semble sur Longjumeau, ou bien il y a une équipe, enfin, il y a des projets qui sont en train de se monter justement pour les questions d'urgence psychiatrique. D'accord. Là, j'ai pas tous les éléments d'information. Et il y a un point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est dans cette dynamique de travailler finalement ensemble. Les maternités, pour beaucoup, ont aussi des staffs à Étampes. Il se tient tous les mois. Et parfois, on reçoit aussi des orientations des professionnels libéraux quand ils sont inquiets ou qu'ils repèrent des vulnérabilités. Et la dépression peut être aussi une vulnérabilité. Donc, si jamais vous rencontrez des femmes pour lesquelles vous êtes inquiète, vous n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse, si elles ont prévu d'accoucher à Étampes, pour qu'on puisse essayer de réfléchir à la mise en place d'un parcours de soins qui soit le plus adapté possible. Nous, je sais qu'on travaille beaucoup dans cette dynamique-là.
Et donc, on essaye de voir ce qui pourrait être judicieux. Est-ce qu'il faut faire des consultations plus rapprochées? Est-ce qu'il faut mettre en place un suivi psychologique? Est-ce qu'il est judicieux de lui proposer l'atelier parentalité qui a lieu aussi tous les mois? Est-ce qu'on peut l'orienter vers l'acupuncture? Enfin voilà, on essaye de proposer aux femmes un parcours de soins qui soit le plus adapté possible à ses besoins ou du moins aux besoins identifiés. Donc, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas, le staff se tient tous les mois. Il est aussi accessible sur demande en visio quand vous souhaitez mettre à l'ordre du jour un dossier. Et ça peut comprendre les dossiers aussi pour les femmes suivies en prénatal, suivi de grossesse, par exemple, entretien prénatal précoce ou... Complètement. Oui, oui, c'est pas forcément. Alors là, ça sort un petit peu du cadre de la dépression du Mm. postpartum. Mais si jamais vous repérez des choses avant, pendant la grossesse, oui, c'est tout à fait indiqué quand elles vont ensuite arriver et se faire suivre à la maternité des tempes. Et ça vaut vraiment le coup d'essayer de repérer les choses le plus tôt possible. Donc le prénatal est vraiment une très bonne période, hein, pour commencer les soins, ça vaut le coup.